Bonjour à toutes et à tous, et comme vous le voyez, décoration extravagante. Vous l'avez deviné, c'est la vidéo de Noël, alors je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite plein de bonnes choses et de bonnes fêtes, que vous profitiez de votre famille. Tiens, et puisqu'on parle de famille, je tiens à signaler que cette vidéo n'est absolument pas familiale. S'il y a des enfants autour, ou des personnes un peu trop sensibles, éloignez-les parce que on va parler d'une horreur absolue. Très clairement, l'une des histoires qui m'a le plus choqué à sa lecture. Mais on y arrive. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Il y a également Instagram en description ainsi que le lien de la chaîne Twitch. Voilà qui est dit désormais, les fous de True Crime, mettez-vous dans un coin et écoutez ce récit terrible. Le mardi 24 novembre 1998, un habitant de la ville d'Uvinka au sud de la Finlande, proche de la capitale Helsinki, vient déposer ses ordures dans la décharge de Kapula. Et alors qu'il se trouve au milieu des amoncellements d'ordures, son regard est attiré par quelque chose. Il semble qu'il y ait la jambe d'un mannequin qui soit posée sur le tas de déchets. L'homme s'approche et il remarque très vite qu'il ne s'agit absolument pas de la jambe d'un mannequin, mais d'une jambe humaine découpée. Instantanément, la police est appelée, et dans l'heure qui suit, celle-ci arrive avec un médecin légiste pour analyser la jambe. Les premières conclusions font froid dans le dos, puisqu'il s'agit là de la jambe gauche, a priori d'un homme, qui a subi un meurtre violent d'après le médecin légiste. En analysant de plus près le membre humain, celui-ci constate également que la section s'est faite au niveau de la cuisse, mais pas avec un appareil habituellement utilisé dans le monde médical, puisque la coupure est haché et déchiré. Les premières estimations et à la simple vue du membre humain sont très vagues, puisqu'ils considèrent qu'il s'agit là d'un homme du fait des poils qui se trouvent sur cette jambe, et ils considèrent également son âge entre 20 et 60 ans. Les agents de police, quant à eux, n'estiment pas que le tueur s'est débarrassé de la jambe directement à la décharge. Ils pensent que celui-ci l'a plutôt jetée dans les poubelles et que celles-ci ont été déversées ensuite en ce lieu. Et ceci vient très largement complexifier l'affaire, puisque le réseau d'ordures concerne plus d'1 million de personnes. Des recherches massives sont engagées dans la décharge et les ordures pour tenter de retrouver d'autres morceaux humains potentiels. La police ne le sait pas encore, mais elle est tombée sur l'une des affaires les plus violentes de l'histoire de la Finlande. Pourtant, Uvinka est une petite ville du sud de la Finlande à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Helsinki et elle compte environ 46 000 habitants. Beaucoup de Finlandais privilégient la vie à Uvinka pour éviter l'urbanisation de la capitale Helsinki. Ils ont un train à prendre et ils peuvent se rendre très rapidement sur leur lieu de travail dans la capitale. Cette ville, quelque peu reculée, semble être un havre de paix et de tranquillité pour ses habitants. Cependant, les apparences sont quelque peu trompeuses, et la ville n'est pas aussi calme qu'elle pourrait laisser le paraître. L'une des principales problématiques de cette commune est le taux d'alcoolémie élevé chez les jeunes. Néanmoins, le taux de criminalité, comme dans la plupart des pays scandinaves, reste très bas, et la criminalité violente, quant à elle, est quasiment inexistante. La découverte d'une jambe humaine découpée et retrouvée dans une décharge inquiète tout particulièrement la police ainsi que les habitants de la ville, et ils vont tout mettre en œuvre pour essayer d'avancer dans cette enquête. L'affaire est prise au sérieux par les autorités qui vont, dès lors, essayer de trouver d'autres restes humains dans la décharge en triant l'ensemble des ordures. Un tracteur est rapatrié sur les lieux afin d'étaler les déchets et pour que les agents en charge des recherches puisse trier à la main, ordure après ordure, l'ensemble de la décharge. Face à la charge de travail titanesque et harassante que représente ce tri, des renforts vont être appelés. C'est ainsi que les étudiants de l'école de police ainsi que des militaires vont se joindre à cette action. Des chiens spécialisés dans la détection des cadavres sont également envoyés sur place pour essayer de retrouver d'autres parties humaines. Les fouilles sont intenses et l'entreprise dure 24 heures sur 24. Lorsque la nuit tombe et que les hommes sont épuisés, les militaires prennent le relais pour garder la décharge afin que les preuves ne soient pas altérées s'il y en a. Finalement, un mois après le début des recherches et juste avant Noël, celles-ci sont arrêtées. Et le bilan n'est pas significatif puisqu'hormis la jambe retrouvée, seule une partie d'un estomac est également identifiée. Sans éléments supplémentaires pour poursuivre son enquête, la police va se tourner vers le public et lancer un appel en expliquant qu'un homme âgé de 20 à 60 ans mesurant à peu près 1,70 m,
a disparu et a été assassiné. Au même moment, la police scientifique continue ses analyses sur les éléments retrouvés dans la décharge, c'est-à-dire la jambe et le morceau d'estomac. Et ce dernier se révèle très important pour l'enquête puisqu'il permet de définir une tranche d'âge bien plus précise que celle donnée auparavant. Cette fois-ci, les autorités recherchent un homme âgé de 20 à 30 ans. Mais surtout, ce morceau d'estomac permet de conclure que la personne assassinée était fortement alcoolisée et qu'elle avait également l'habitude de boire beaucoup. Et en recoupant ces informations médico-légales, avec les problèmes sociaux que connaît la ville d'Uvinca, la police va conclure qu'il s'agit d'une personne d'un milieu défavorisé et qui devait très certainement percevoir les aides sociales. La jambe, quant à elle, ne révèle pas beaucoup plus d'informations supplémentaires, si ce n'est une date de décès environ 2 ou 3 jours antérieure à la date du mardi 24 novembre où elle a été retrouvée. Ces pistes, bien que très maigres, vont conduire les enquêteurs à étudier les dossiers d'aide sociale pour essayer de détecter une personne qui ne les aurait pas touchés ou ne les aurait pas réclamés. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les autorités ont quelque chose à se mettre sous la dent, une adresse à Järvenpää. Pas mal cette prononciation, non ? Bref, Järvenpää se trouve à peu près une demi-heure de la ville d'Uvinca. Et l'ADN retrouvé dans cet appartement corrobore avec celui de la jambe et de l'estomac qui se trouvait dans la décharge. Il s'agit d'un homme âgé de 23 ans qui vit seul, assez discret, et c'est pour cette raison que sa disparition n'a pas intrigué qui que ce soit dans les jours qui ont suivi. Néanmoins, l'identité de cette personne est restée masquée de la part des autorités finlandaises, et vous comprendrez au fil de cette histoire pourquoi. Les enquêteurs tentent dès lors de reconstituer le calendrier ainsi que l'itinéraire de la victime au cours de ce week-end du 21 novembre. Ils découvrent qu'un regroupement d'adolescents chrétiens a eu lieu le samedi soir 21 novembre dans le salon de thé d'une église pentecôtiste. Cette réunion avait un but louable, de nettoyer la ville de ses déchets, accompagnés de personnes dépendantes à l'alcool. Et pour ce faire, certains adolescents chrétiens se tenaient à l'extérieur du salon de thé pour tenter de convaincre certains passants de rejoindre leur cause. Dans le même temps, Jarno Helg, Terhi Tervashonka, Mika Riska ainsi que la victime profitaient de leur samedi soir. Ce groupe est l'exact opposé des adolescents chrétiens. Ils sont bruyants, ils sont imbibés d'alcool, et d'ailleurs, ils décident d'aller les interpeller. Et ce, pour une bonne raison, puisqu'ils ont une philosophie largement opposée à celle du christianisme, le satanisme. D'ailleurs, Jarno Helg est particulièrement impliqué dans ce sujet et il n'hésite pas à aller discuter avec les gens pour les corriger sur leur pensée du satanisme. Et c'est pour cette raison qu'il se dirige vers les adolescents chrétiens. Jarno Helg va d'ailleurs leur expliquer que Satan n'est qu'un symbole et que le satanisme est en réalité une philosophie individuelle, celle de la liberté de la personne. Et même si aujourd'hui ces paroles peuvent prêter à sourire, il faut recontextualiser dans les années 80-90, puisqu'il y avait à cette période une réelle panique satanique, les personnes habillées de noir et écoutant du black metal faisait craindre à la société qu'il pouvait la déséquilibrer. Et cette montée de la fascination pour le satanisme concorde avec l'apogée des groupes de métal qui utilisent ce sujet abondamment dans leurs chansons. Dès lors, on comprend d'entrée que le groupe d'adolescents chrétiens ainsi que celui de Jarno Helg n'avaient absolument aucune chance de trouver un terrain d'entente sur ce sujet. À 23h, les deux groupes se quittent, et Jarno Helg et sa bande, accompagnés de la victime, se rendent à la gare de Järvenpää pour repartir vers la ville d'Uvinca. Ils se dirigent tous ensemble vers l'appartement de Jarno qui se trouve dans le quartier de Torikatu à Uvinca. Et dans les années 90, il faut bien reconnaître que ce quartier n'a pas une excellente réputation, il est même connu pour être agité. Jarno est le plus âgé du groupe et il se considère comme le leader de celui-ci, bien qu'il ne soit pas la personne la plus stable, du fait de son enfance notamment. Son éducation a été parmi les plus rudes, et il a fait face à des problèmes de toxicomanie à l'âge de 10 ans déjà. Son adolescence ne s'est pas mieux déroulée. Certainement affecté par ce qu'il a connu au cours de son enfance, il a tenté à plusieurs reprises de se suicider sans jamais y parvenir. Il a par la suite été placé dans un établissement psychiatrique, l'hôpital de Kelokkoski, au sein duquel il poursuivra ses études secondaires. En 1991, alors qu'il est âgé de seulement 16 ans, Jarno va mettre le feu à une église. Il sera interpellé et condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an et 10 mois dans un établissement pour mineurs. Durant toute son adolescence, Jarno va se pencher sur le satanisme pour en faire sa croyance principale et unique. Cette philosophie basée sur l'individualisme lui plaît particulièrement. Il adore être en capacité de pouvoir faire ce qu'il souhaite quand il le souhaite. C'est ainsi que Jarno plonge dans un imaginaire où il n'y a absolument aucune limite morale et tout est permis pour lui. Ceci est accompagné d'une forte consommation d'alcool et dans les années 90, une récession économique touche la Finlande,
poussant Yarno à créer son propre alcool. En parallèle, il ne s'est jamais réellement détaché des drogues qui continuent de couler dans son sang. Et c'est certainement ces raisons qui lui ont fait commettre un acte horrible en octobre 1998, puisque Yarno possédait un chien, et il a décidé d'attacher l'animal à un radiateur. Il a par la suite augmenté le thermostat au maximum, et a tabassé son chien avec un tuyau métallique. Après quoi il s'est simplement installé pour regarder son chien mourir de façon lente et très douloureuse. Le samedi 21 novembre 1998, vous le savez désormais, Yarno se trouve en compagnie de Terry, Miska de la victime et d'un jeune homme non identifié âgé de 16 ans. Et Terry Tervashonka est une jeune femme de 6 ans, la cadette de Yarno, qui est sa véritable disciple. Elle considère ce dernier comme son véritable mentor, et elle boit la moindre de ses paroles. Il faut reconnaître que Terry est une personne facilement influençable. L'adolescente est d'ailleurs décrite par ses proches comme une personne gentille, amicale et ouverte à la conversation. Le problème, c'est que Yarno parle beaucoup, énormément, et qu'il va lui insuffler des idées absolument noires. D'autant plus que Terry souffre des mêmes maux qu'une grande partie des adolescents de son âge en Finlande. Elle est accro à l'alcool dès la 3e. Elle deviendra aussi dépendante aux amphétamines, ce qui va la conduire à quitter le foyer familial et ne plus donner aucune nouvelle à sa famille. Terry est clairement affectée mentalement, et l'automutilation qu'elle s'inflige quotidiennement vient appuyer cette théorie. Elle fera d'ailleurs également un séjour à l'hôpital de Kelokkoski pour des problèmes mentaux, mais elle sera libérée au bout de quelques semaines. Puis finalement, elle rejoindra Yarno dans son appartement pour vivre avec lui, et les journées sont rythmées par l'alcool et la drogue. Mais également par l'enseignement du satanisme de la part de Yarno, qui va inséminer en son esprit toutes les idées qu'il connaît. C'est ainsi, et dans ces conditions, que ce petit groupe va passer une soirée le samedi 21 novembre dans l'appartement de Yarno. Les enquêteurs poursuivent leur investigation. Ils sont à la recherche de témoins dans les rues du Vinca, et ils vont en trouver. Nombre d'entre eux vont pointer du doigt Yarno Helg, et ils vont même expliquer qu'ils se sentaient fiers après ce qu'il avait fait. Les agents demandent plus de détails, et il leur est expliqué que Yarno était fier d'avoir commis le meurtre parfait. C'est ainsi qu'en décembre 1998, Yarno ainsi que les 3 autres personnes qui l'accompagnaient sont interpellés puisque la police, désormais, détient assez d'éléments pour cette arrestation. Et parmi le groupe, seuls Yarno Helg et Mika Riska détenaient des antécédents judiciaires, mais rien de majeur, seuls des petits délits mineurs. Si l'on accepte évidemment la cruauté dont a fait part Yarno envers son chien, mais dont il n'a jamais été condamné. Après cette arrestation, la police va effectuer des recherches minutieuses dans l'appartement de Yarno Helg, et ils vont y trouver notamment beaucoup d'objets liés au satanisme. Et bien que ceux-ci démontrent le fort intérêt de Yarno envers l'occultisme, ils ne sont pas incriminants et sont simplement jetés dans une armoire. Mais ce n'est pas ce que recherche la police en réalité. Elle essaye de reconstituer l'histoire de cette soirée au sein de l'appartement, et elle recherche principalement l'ADN de la victime. Et ils n'auront aucun mal à le retrouver, celui-ci étant éparpillé partout dans l'appartement, ainsi que son sang qui se trouve sur le sol, les murs et même le plafond. Les enquêteurs ne connaissent pas encore le fin mot de l'histoire, mais quelque chose de très violent s'est déroulé dans cet appartement. Et il n'exclut pas non plus qu'il y ait peut-être d'autres victimes. Et les suspects ne vont pas aider à la découverte de la réalité, ceux-ci étant des satanistes et comme vous le savez, hostiles à la loi et à la morale, ne donne absolument aucun indice aux policiers. Et Yarno va finir par faire des allusions, et il va dire qu'il est ravi de se retrouver face aux policiers, et qu'il avait trouvé particulièrement drôle le moment où ils ont ouvert le torse de leur victime. Harry Soronen, l'une des personnes en charge de cette investigation, explique qu'il a en face de lui des personnes intelligentes, mais ce qui lui fait froid dans le dos, c'est qu'ils se sentent justifiés dans leurs actes. Cette affaire prend une tournure nationale, et le procès le plus attendu du pays en 1999, pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé. C'est ainsi que le procureur va énoncer les faits. Et même les journalistes les plus expérimentés vont devoir s'accrocher à leur siège, tant la violence des actes est inouïe. Le 21 novembre 1998, après avoir rencontré le groupe d'adolescents chrétiens, Yarno et ses amis sont retournés à son appartement. Ils arrivent à destination aux alentours de minuit, et après avoir consommé de grandes quantités d'alcool au cours de la journée, ils poursuivent dans leur soirée en mettant cette fois-ci du black metal. Yarno Helg avait l'intention d'éduquer les personnes qui se trouvaient dans son appartement grâce aux chansons qu'il était en train de passer. Après quelques minutes et plusieurs litres d'alcool, le groupe est totalement en transe sur ces chansons frénétiques. C'est à ce moment que la victime va partager ses pensées et son avis sur cette musique. Et ces remarques ne sont pas du tout appréciées par le maître des lieux Yarno,
qui n'avait d'ailleurs déjà pas une grande estime pour la victime. Yarno va craquer, il va finir par frapper le jeune homme de 23 ans. Mika et le jeune homme de 16 ans vont se joindre à lui et le passer à tabac. Cela ne s'arrête pas là, puisque le groupe va ligoter la victime et lui passer un collier à rivets autour du cou. Ils vont le faire marcher à quatre pattes comme s'il était un chien et le torturer. Et ils vont finir par tous ensemble lui uriner dessus. Ils utilisent par ailleurs un fer à repasser chaud pour l'appliquer sur la peau de la victime et le torturer ainsi. Finalement, sous les coups à répétition au niveau de sa tête, la victime va s'évanouir. Son corps inconscient est transporté jusque sur le canapé où il va reprendre connaissance. Le jeune homme de 23 ans va se réveiller et il va se plaindre auprès de Yarno, ce qui va le mettre dans une colère noire. Celui-ci va saisir une paire de ciseaux et le frapper de manière répétée à la tête. La victime va crier encore plus fort, et là, Yarno va demander aux autres de lui apporter du ruban adhésif. Pour que le jeune homme se taise, il décide de lui bâillonner la bouche. Mais le ruban adhésif va finir par tomber, et ils vont à nouveau entendre la victime. La victime implore la pitié de ses bourreaux, il saigne abondamment, mais ceux-ci ne l'écoutent pas. Il va alors tenter de s'échapper, mais il sera retenu. Et afin de s'assurer qu'il ne l'entende plus et qu'il ne puisse plus bouger, le ruban adhésif sera cette fois appliqué sur l'ensemble de sa tête, y compris sa bouche et son nez, ce qui obstrue les parties respiratoires de son visage. Le groupe continue de torturer la victime. Lorsqu'il constate qu'il n'y a plus aucune réaction de sa part, celui-ci est décédé. Mais l'horreur dans cet appartement ne fait que commencer, puisque les membres du groupe vont saisir des ciseaux et commencer à découper la chair du cadavre. Dans une folie extrême, ils découpent des morceaux de peau, ils ouvrent son corps et sortent son cœur ainsi que son intestin, et découpent également ses parties génitales. Ils finissent par décapiter la victime avec la tête entourée de scotch, pour jouer avec. Certaines personnes qui constituent le groupe vont même se prêter au cannibalisme et manger des morceaux de chair de la victime, le jeune homme de 23 ans. Le reste de la dépouille est emmené par Yarno et Terry dans la salle de bain, où elle sera découpée avec une scie. Le lendemain matin, lorsque Terry et Yarno se réveillent, ils n'ont plus aucune idée de l'endroit où se trouve la tête. Malgré l'ivresse, ils ne se souviennent pas avoir quitté l'appartement. Ils fouillent alors dans le moindre recoin et la trouvent dans un placard. Leur réaction fait froid dans le dos puisqu'ils vont rigoler et jouer à nouveau avec la tête de cette personne. Le procureur de cette affaire va préciser que selon lui, ce meurtre a été inspiré par les pratiques satanistes. Pour le justifier, le procureur va exposer les règles qui se trouvent dans les 11 règles sataniques de la Terre, et notamment les numéros 1, 3 et 4. La numéro 1 indique « Ne donnez pas votre avis ou vos conseils à moins qu'on vous le demande ». La numéro 3, « Lorsque tu te rends dans le repère d'un autre, montre-lui du respect ou ne t'y rends pas ». La numéro 4, enfin, « Si un invité dans votre repère vous ennuie, traitez-le cruellement et sans pitié ». Selon le procureur, l'esprit satanique, la musique black metal ainsi que la forte dose d'alcool ont entraîné un sacrifice. Le jeune homme de 23 ans ayant osé exprimer son avis dans l'appartement de Yarno, ce dernier l'a mal pris et l'a traité cruellement. Voici là les faits exposés lors du procès, mais ils ne sont en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Ce procès s'étant poursuivi à huis clos et la plupart des détails ayant été scellés par le tribunal. Cette affaire ne pourra être révélée au grand public qu'à partir de l'année 2038. Les autorités et la cour, en réalité, n'avaient pas l'intention de dévoiler les détails de cette affaire pour ne pas inspirer d'autres personnes dans cette horreur. Yarno Helg, d'ailleurs, au cours de son jugement, ne montre aucune empathie, aucun remords. Il sourit et provoque les médias. Une chose marquante également, c'est que Yarno devient une véritable personnalité publique. Il reçoit des lettres nombreuses de la part de femmes qui veulent le rencontrer. Terry Tervashanka, au cours de son procès, va déclarer que ce meurtre n'était absolument lié à aucun rite satanique, le groupe ayant simplement voulu se débarrasser du corps et l'ayant découpé ainsi. Elle va également nier les accusations de cannibalisme et va simplement expliquer que ce meurtre a eu lieu à cause de l'ivresse des personnes. Mika Riska, lui, n'a pas dormi à l'appartement, mais a rejoint finalement Yarno et Terry le lendemain pour savoir ce qu'ils allaient faire du corps, et ils ont décidé ensemble de répartir les membres dans les poubelles de la ville. Yarno était chargé de finir le démembrement de la victime lorsque Terry, elle, devait nettoyer l'appartement des traces de sang. C'est ainsi que le 11 août 1999, Yarno Helg est condamné à de la prison à vie pour ce meurtre. Un psychologue a été désigné par le tribunal pour analyser la santé mentale de Yarno Helg, et celui-ci va conclure que malgré l'ivresse, il savait précisément ce qu'il était en train de faire. Terry Tervashanka, âgée de 17 ans, est elle condamnée à 8 ans et 6 mois d'emprisonnement. Une analyse psychologique est également réalisée sur sa personne, et elle, contrairement à Yarno, est évaluée comme étant partiellement atteinte mentalement. Celle-ci sera libérée au cours de l'année 2003, durant laquelle elle changera son nom trop reconnaissable
Il trouvera par la suite un emploi et un logement. Et la vie de Terry n'est pas un long fleuve tranquille, et au cours de l'année 2007, elle sera à nouveau interpellée pour avoir tué un homme. Après une altercation avec une personne dans un bar de campagne, Terry s'est saisi d'un crochet et a frappé un homme. Celui-ci a subi une blessure profonde de 6,5 cm, allant quasiment d'une oreille à l'autre. Et cette fois-ci, Terry sera condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Mais en 2011, elle s'échappera de la prison où elle se trouve avant d'être finalement capturée à nouveau. Elle est finalement libérée en 2017, mais se mariera dans la prison avec un autre détenu, lui condamné pour avoir découpé quelqu'un avec un katana. Joyeux Noël. Mika Riska a quant à lui été condamné à 2 ans et 8 mois d'emprisonnement pour avoir participé au meurtre, mais également pour nécrophilie sur le cadavre. Celui-ci est libéré après avoir purgé sa peine et il n'a plus de problème judiciaire par la suite. Le jeune garçon anonyme de 16 ans présent dans l'appartement est quant à lui déclaré innocent par le tribunal, considérant qu'il avait été contraint par ses amis plus âgés et au vu de la situation, on peut le comprendre, bien qu'on puisse douter également de ce qui s'est réellement passé. Il a néanmoins été placé dans un établissement psychiatrique de façon indéterminée. Enfin, en 2016, Jarno Helg bénéficie d'une liberté conditionnelle et il est actuellement un homme libre avec un emploi. Son employeur, a priori, donne des retours positifs sur celui-ci, et Jarno n'a plus de démêlés judiciaires jusqu'à présent. Voilà pour cette histoire particulièrement troublante et violente, et on notera tout de même la légèreté des peines que l'on peut retrouver en Finlande. En tous les cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. N'oubliez pas Instagram en description ainsi que le lien de la chaîne Twitch. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.